Bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la data visualisation, aussi appelé DataVis. Alors, avant de commencer, nous allons nous présenter rapidement. Donc, je suis Maurice Nguyen, lead technique PHP Symfony. Et je suis Elodie Bichet, développeuse PHP Symfony. Nous travaillons tous les deux chez Adimeo, une agence qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale pour en faire leur levée de croissance, tout en plaçant l'humain au cœur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Adimeo, cela a toujours fait partie de notre ADN. C'est bien plus qu'un choix stratégique, c'est notre raison d'être. Pour cela, on s'appuie sur différentes expertises. Alors tout d'abord, une expertise autour du conseil, de la stratégie pour définir les trajectoires de transformation, une expertise de design et innovation à travers des prestations d'UX, UI et des tests utilisateurs, une expertise technique avec le développement de plateformes digitales, et enfin une expertise marketing digital et CRM avec des outils de référencement, d'inbound marketing et de CRM. Alors, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous montrer comment la DataVis peut vous permettre de comprendre vos données, structurer vos rapports pour prendre des décisions plus éclairées. Donc, au programme aujourd'hui, nous allons déjà, dans un premier temps, comprendre ce qu'est la DataVis, la différence avec la business intelligence et en quoi la DataVis est un outil puissant pour répondre aux problématiques que vous pouvez rencontrer avec vos données. Ensuite, nous vous ferons un comparatif rapide entre 3 solutions de DataVis existantes sur le marché que sont Power BI, Apache Superset et Metabase. Puis, nous ferons une démonstration de Power BI avec un scénario fictif. Et enfin, nous consacrerons la fin du webinaire pour répondre à un maximum de vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions directement dans le chat tout au long de la présentation. Et un questionnaire de satisfaction aussi sera disponible à la fin du webinaire. Vos avis comptent énormément pour nous et nous aideront à nous améliorer pour les prochaines fois. Donc, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet et voyons ensemble comment la DataVis peut vous permettre de mieux décider. Alors, qu'est-ce que la DataVis? La DataVis, c'est l'histoire que vos données ont à vous transmettre. Ce que j'entends par là, c'est que la DataVis, c'est l'art de représenter visuellement des données sous la forme de graphiques, de diagrammes, de tableaux interactifs afin de faciliter leur compréhension, leur analyse et leur communication. Pour illustrer cela, quelques chiffres clés qui proviennent d'une étude menée en 2023. 78% des personnes interrogées estiment être submergées par les données. 91% d'entre elles affirment que la multiplication des données est un frein à la croissance. 35% d'entre elles ne savent pas quelles données ou sources utiliser. Et enfin, 86% des personnes interrogées disent que le volume de données complique fortement leurs décisions. Alors, qu'est-ce que ces chiffres traduisent? Ils traduisent une explosion des outils, du temps perdu, des décisions prises à l'intuition, un manque de confiance dans les chiffres, des délais et des heures coûteuses. Et c'est là que la DataVis rentre en jeu, car elle va transformer cette complexité en clarté pour mieux décider plus rapidement et pour tous. Alors, de la clarté, car la DataVis va vous permettre de résumer des millions de lignes en quelques visuels compréhensibles, et ce en quelques secondes. Mieux décider plus rapidement, car grâce au tableau de bord, les décisions seront plus rapides, plus justes et mieux justifiées. Et pour tous, car, et on le verra par la suite, même les profils non techniques peuvent s'approprier les données. Alors, un terme dont vous avez peut-être déjà entendu parler ou dont vous entendrez peut-être parler à l'avenir, c'est la business intelligence. Par biais de langage, on a souvent tendance à assimiler business intelligence et data visualisation. Or, ce n'est pas la même chose. La business intelligence, c'est l'ensemble des outils et des méthodes permettant d'analyser les données et d'aider à la prise de décision. La DataVis, c'est une façon de faire de la business intelligence. Alors, le but n'étant pas de rentrer dans les détails de chacune d'entre elles, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres et que cette liste n'est pas exhaustive. La business intelligence englobe tout un processus. Alors, on le verra plus concrètement lors de la démo de tout à l'heure, mais tout d'abord, on a la partie data management qui comprend la collecte des données, le nettoyage, le stockage, la gouvernance, la documentation et l'accessibilité à ces données. En fait, tout cela va constituer notre source de données. Et une fois qu'on a notre source de données, la DataVis va s'occuper de la modélisation pour tout ce qui est traitement, correction, validation des données, l'analyse pour structurer les données, la restitution qui va nous permettre de trouver des patterns et des tendances, et enfin la décision pour agir en fonction de l'information. Il ne faut pas non plus assimiler la business intelligence et la data science. Alors, mise en situation, je gère un site e-commerce.
D'un côté, on a la business intelligence qui transforme les faits en décisions éclairées. Elle va me permettre, par exemple, d'obtenir le chiffre d'affaires, connaître les produits les plus vendus pour suivre la performance et décider plus rapidement. Et de l'autre côté, on a la data science qui, elle, va plus loin. Elle cherche à prédire ce qui va se passer et pourquoi grâce à des modèles statistiques ou du machine learning. Donc, par exemple, elle va me permettre de prédire les ventes du mois prochain ou de segmenter les clients automatiquement pour identifier les profils types. Donc, en résumé, la data vise, c'est la couche visible de la business intelligence et transforme les analyses en décisions concrètes, accessibles et partagées. Donc, voilà pour cette première partie. Élodie, je te laisse prendre la parole pour la suite. Donc, je vais vous présenter un petit comparatif de 3 outils de data vise qui ont chacun leurs caractéristiques et leurs avantages. Donc, ces outils, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent de centraliser la donnée, de l'organiser, de créer des rapports pour restituer la donnée sous forme visuelle, mais aussi le plus souvent interactive. Et par exemple, avec des filtres, des liens vers d'autres vues, des informations détaillées au clic, etc. Et ces outils proposent souvent aussi des fonctionnalités supplémentaires comme le partage, la mise en place d'alertes automatiques, des exports, des newsletters, etc. pour aller au-delà d'une simple visualisation des données. Donc, quels sont les 3 outils qu'on va comparer? Donc, déjà, il y a Power BI. Donc, c'est une solution commerciale de Microsoft qui est intégrée donc à l'écosystème Microsoft. Et c'est le leader du marché en France et il me semble aussi dans le monde. Donc, c'est sur cet outil que je vais faire la démo tout à l'heure. Apache Superset, donc c'est une solution open source qui avait été initiée pour Airbnb et qui a été généralisée ensuite. Et en termes de part de marché, on est très loin derrière Power BI ou même Tableau, par exemple. Mais le projet, il est très actif et c'est un outil qui est assez prisé par le secteur public notamment. Metabase, c'est une solution plus confidentielle, mais qui est appréciée pour son orientation utilisateur et son accessibilité d'un profil non technique. Donc, pour comparer ces 3 solutions, on a choisi 5 critères. Donc, déjà, concernant le coût, Power BI, donc s'il y a une licence propriétaire, donc comme pour d'autres services Microsoft, la tarification, elle se fait par utilisateur et par mois. Et vous pouvez aussi avoir des coûts additionnels pour des fonctionnalités avancées qui ne sont pas dans l'offre de base. Superset, c'est de l'open source gratuit. Donc, les coûts qui sont à prévoir, ce sera plutôt lié à l'hébergement, si vous l'auto-hébergez, et à la ressource technique qui est fortement recommandée sur Superset, et sinon, éventuellement, au paiement d'un prestataire spécialisé, tel que Preset, qui va faire à la fois l'hébergement et les prestations techniques. Pour Metabase, alors vous avez le choix entre une solution de base open source et gratuite, que vous devrez héberger vous-même, mais avec quelques limitations, et aussi l'affichage du badge, comme quoi vous avez la version gratuite. Et puis, sinon, il y a des versions payantes sur le cloud ou en auto-hébergé avec différents tarifs en fonction des niveaux de prestations souhaités. Pour ce qui est de la facilité d'utilisation, donc avec Power BI, vous ne serez pas tellement dépaysé si vous avez l'habitude des applications Microsoft et notamment Excel. Donc, l'apprentissage sera relativement rapide. Superset, c'est orienté développeur, c'est-à-dire que la solution elle a été optimisée pour faciliter le développement, plus que pour faciliter l'utilisation par les utilisateurs finaux. Donc, il faut des connaissances SQL pour exploiter tout le potentiel de l'outil. Avec Metabase, au contraire, là, c'est l'utilisateur final qui est au centre du projet. Donc, la facilité d'utilisation, c'est l'atout principal de Metabase et il a été vraiment pensé pour être accessible au plus grand nombre. Concernant les sources de données disponibles, donc sur Power BI, c'est très large. En plus de toutes les sources sur l'écosystème Microsoft et des bases de données classiques, vous avez accès à des connecteurs pour récupérer des données qui sont en provenance de toutes sortes de fichiers, par exemple, donc Excel, mais aussi PDF, CSV, XML, etc., ou des sources en provenance du web, ou de GitHub, de flux, etc. Je vous montrerai des exemples lors de la démo, un aperçu des connecteurs disponibles dans Power BI par défaut. Et surtout, dans Power BI, on peut combiner plusieurs sources de données, même de différents types, dans un même jeu de données. Alors, avec Superset, c'est aussi compatible avec de nombreuses sources, et notamment tout ce qui est SQL, mais la combinaison de plusieurs sources
elle est limitée et on doit passer par des connecteurs spécifiques ou des scripts personnalisés. Metabase, alors, propose une vingtaine de sources de données de type base de données dans sa version gratuite. Ensuite, des connecteurs plus avancés sont possibles, mais via des extensions supplémentaires payantes. Et là aussi, si on veut mixer différentes sources, il va falloir ruser avec des solutions de contournement pour centraliser les données en une seule source avant de les envoyer vers Metabase. En termes de personnalisation maintenant, donc Power BI est très flexible, aussi bien pour intégrer des calculs avancés que pour la personnalisation visuelle. La limite, c'est qu'on reste dans le cadre d'une licence propriétaire Microsoft et certaines fonctionnalités sont disponibles seulement en premium. Dans le cas de Superset, vous avez accès au code, donc tout est potentiellement personnalisable au niveau de la manipulation des données, des visuels, des tableaux de bord, mais sous réserve d'avoir les compétences techniques pour configurer l'outil, voire pour développer ses propres modules et vues. Avec Metabase, vous serez clairement plus limité pour personnaliser les visuels, la mise en page, les couleurs, etc., surtout dans la version gratuite. Enfin, regardons la scalabilité, c'est-à-dire la capacité d'adaptation à des volumes variables de données ou d'utilisateurs, par exemple. Donc, avec Power BI, ça va dépendre du type de licence, Pro ou Premium, mais dans l'ensemble, la scalabilité est bonne, surtout dans un contexte Azure. Power BI Service, que je vous montrerai lors de la démo, permet beaucoup d'utilisateurs simultanés connectés donc en même temps pour collaborer sur les rapports. Pour Superset, la scalabilité, elle va surtout dépendre de votre configuration et de votre infrastructure DevOps. Donc, ce sera très performant si vous utilisez Superset avec un moteur analytique puissant. Mais Metabase, par contre, n'est pas conçu pour des très gros volumes, ni pour un très grand nombre d'utilisateurs, sauf si vous optez pour la version entreprise, mais qui a un coût assez conséquent. Alors, donc en conclusion, on voit que chaque solution peut convenir en fonction de votre situation et de vos besoins. Donc, Power BI, c'est parfait pour les organisations qui sont déjà intégrées au système Microsoft, avec un bon équilibre entre des fonctionnalités avancées et une certaine facilité d'utilisation. Apache Superset va plus convenir aux équipes techniques avec une infrastructure solide et qui veulent de l'open source pour faire une solution à la carte qui est capable de gérer des grands volumes de données. Et Metabase, c'est plutôt l'outil idéal pour des petites équipes, par exemple des PME, qui cherchent la simplicité et la rapidité de prise en main et de déploiement. Alors, on va passer maintenant à la pratique. Donc, on a choisi de faire la démo avec Power BI. C'est un outil qu'on utilise chez Adimeo et qui est, comme je vous le disais avant, un acteur majeur du marché. Et ça offre un bon compromis entre des fonctionnalités avancées et une prise en main relativement rapide. Donc, pour notre démonstration, on a construit un petit contexte fictif. Donc là, c'est une entreprise de e-commerce qui vend des produits dans divers pays. Donc, différents types de produits dans plusieurs pays. Voilà. Et la data vis, ça doit répondre à une question concrète qu'on se pose par rapport à nos données. Et dans notre petit scénario de démo, c'est un directeur commercial qui veut identifier le produit phare dans chaque pays pour ensuite prendre des décisions en connaissance de cause, marketing ou logistique. Donc, avant de vous partager mon écran pour faire la démo proprement dite, il faut que je vous explique quelque chose à propos de Power BI, puisqu'il y a en fait deux outils en un, c'est Power BI Desktop et Power BI Service. Donc, Power BI Desktop, c'est l'application qu'on installe sur le PC, donc obligatoirement dans un environnement Windows, et c'est là qu'on fait le développement du modèle de données. Donc, on va configurer les sources de données, mettre en place ce qu'on appelle le modèle sémantique, et qui va servir ensuite à construire les rapports. Power BI Service, c'est un service cloud, donc en ligne, accessible sur votre navigateur préféré et pas besoin d'être dans un environnement Windows pour le coup. Et ce service, il va servir surtout à partager vos rapports et les exploiter au quotidien en collaboration avec d'autres utilisateurs. Donc normalement, Power BI Desktop, vous en avez besoin surtout pour la mise en place de l'outil. Vous transformez, vous récoltez vos données, vous les combinez, vous les transformez. Ensuite, c'est Power BI Service que vos utilisateurs vont utiliser au quotidien.
On peut même créer des rapports assez simples directement dans Power BI Service, comme je vais vous le montrer justement pendant la démo. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Écran. Partager. Je pense qu'on voit mon écran. Je ne suis pas encore sur la bonne fenêtre, mais... On voit mon écran, là? Oui, on voit le fichier Excel. Ouais. OK, donc là, ce qu'on voit, c'est tout simplement un fichier Excel de données fictives qu'on a créé pour la démo. Donc, on voit, c'est un seul fichier Excel avec toutes les données dedans. Qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ces données? Oui, donc on a pris un fichier Excel pour simplifier, parce que tout le monde connaît, voit comment ça marche, etc. Mais comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on peut vraiment multiplier les sources de données. Donc, pour transformer la donnée, on utilise Power BI Desktop. Donc, je vais me remettre. Voilà, je ne voyais pas mes onglets à cause du partage. Voilà, Power BI Desktop. Voilà l'interface à quoi elle ressemble. Et là, pour l'instant, donc évidemment, il n'y a rien du tout, puisqu'on n'a pas de rapport. Mais si je vais dans Transformer les données, là, on va voir que pour la démo, j'ai préparé la transformation de données pour ne pas la faire en direct parce que ce serait trop long. Donc là, c'est un petit peu lent à s'afficher, je pense. Voilà, on va voir. Donc, les données qui étaient dans un seul fichier Excel, je les ai un petit peu préparées en vue de la démo pour les répartir dans différents tableaux. Voilà, donc en fait, il y a le tableau où il y a les ventes, vraiment les chiffres qui vont nous intéresser pour la donnée. Ensuite, j'ai fait des tables spécifiques pour les pays, les produits, les catégories et les canaux de vente, afin d'avoir un identifiant unique et puis un nom lisible par un être humain. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les sources de données, là, j'ai pris un fichier Excel, mais si on voulait mettre d'autres types de données, voilà, donc Power BI propose vraiment énormément de types de sources de données. Il y a différentes catégories, donc tout ce qui est fichier, XML, JSON, PDF, CSV, etc., même SharePoint. Les bases de données, donc là, je ne vous fais pas toute la liste, mais vous voyez qu'il y en a vraiment un certain nombre et on peut en plus en rajouter avec des connecteurs, des extensions connecteurs en quelque sorte. Bon, Microsoft Fabric, c'est spécifique à l'écosystème Microsoft. Voilà, il y a plein d'éléments qui sont déjà prévus dans les interfaces Microsoft. Azure, évidemment. Services en ligne aussi. Les services Microsoft, mais pas seulement. Vous voyez qu'il y a... Alors, il y a pas mal de choses qui sont en version bêta, mais voilà, on peut s'amuser à tester toutes ces sources de données. Il y a même une catégorie autre. Donc, je n'ai pas testé toutes les sources de données, mais en tout cas, vous avez le choix. Et surtout, ce qui est important, c'est que une fois que vous avez importé vos sources de données, elles seront présentées sous cette forme. Donc, qui ressemble beaucoup à un tableur Excel. Et vous allez pouvoir combiner les sources. Par exemple, s'il y a une colonne qui est commune à plusieurs sources de données, vous allez pouvoir faire des calculs qui prennent en compte la combinaison de ces différentes sources. Donc, les transformations de données. Pourquoi faire des transformations de données déjà? Donc, il peut y avoir plein de raisons de vouloir transformer ces données. Déjà, supprimer toutes les colonnes dont on n'a pas besoin, puisque ça va prendre de la ressource pour rien. Vous pouvez aussi filtrer, par exemple, vous savez que si vous savez que dans vos rapports, vous n'allez que utiliser les produits vendus en France, parce que c'est un rapport pour la France, donc vous pouvez toujours supprimer filtrer que sur la France, et comme ça, supprimer les lignes qui n'ont pas de rapport, qui ne vont pas avoir d'utilité par la suite.
Ensuite, vous pouvez avoir envie d'anonymiser les données aussi, quand vous avez des données personnelles qui rentrent en compte dans vos bases de données, par exemple, etc., etc. Ensuite, vous pouvez aussi juste avoir envie de renommer. Par exemple, là, c'est des colonnes en français qui vont être beaucoup plus pratiques à voir. Par exemple, canal de vente, c'est écrit en français avec des espaces, les accents, etc. Ça permet, voilà, par exemple, si vos données viennent d'une base de données avec des noms de tables un peu obscurs, ça sera beaucoup plus facile à utiliser ensuite pour les rapports. Donc, tous les changements dont je vous parle, les tris, les changements de taille de colonne, les combinaisons de tables, etc., vous pouvez les faire via les outils. Vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit en code de développement. Donc, par exemple, si je veux renommer catégorie, voilà. Renommer, je renomme, je peux mettre un S ou pas, voilà. Et ensuite, les étapes de transformation, elles sont inscrites dans étapes appliquées. Et à chaque fois, quand en fait, vos données vont être mises à jour, toutes les étapes vont être à nouveau appliquées. Une fois qu'on a nos données, comme on le souhaite, pour créer les rapports et les tableaux de bord. Donc, je peux fermer, appliquer. Bon, là, je n'ai pas appliqué de modification. Et là, vous pouvez commencer vos rapports ici. Mais moi, pour la démo, je vais vous montrer dans Power BI Service. Donc, vous verrez que l'interface, c'est quand même assez similaire. Mais si vous voulez, vous pouvez faire directement dans Power BI Desktop déjà vos premiers rapports. Les filtres, calculer notamment des nouvelles mesures, ce qu'on appelle des mesures, par exemple un indicateur clé, un chiffre clé que vous allez calculer et qui sera donc automatiquement mis à jour, etc. Et ensuite, vous publiez pour l'envoyer sur Power BI Service. Donc là, je ne le fais pas parce que des fois, ça peut prendre un peu de temps, puisque j'avais préparé les données à l'avance. Et maintenant, je vais aller sur Power BI Service. Donc là, je ne suis plus sur mon application, je suis vraiment en ligne sur un navigateur. Je ne suis plus sous Windows, puisque mon ordinateur il est sous Linux et là, j'utilise Firefox comme navigateur. Et tout à l'heure, j'étais sur une machine virtuelle pour vous montrer Windows. Donc, sur Power BI Service. Là, la vue que vous voyez, en fait, on comprend le flux de données. Donc, vous avez le fichier Excel de départ, qui est la source de données. Comme vous avez compris, il peut y en avoir d'autres. Il peut y en avoir plusieurs. Ça va vers mon modèle sémantique. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré juste avant. C'est les données transformées dans Power BI Desktop. Et à partir de ces données-là, on va pouvoir créer des rapports. On peut en créer plusieurs avec les mêmes données. Là, donc, Power BI crée automatiquement, génère automatiquement un rapport vide qui s'appelle comme le modèle sémantique. Et ensuite, on peut créer un autre rapport ou plusieurs. Donc là, j'ouvre le rapport que je voulais qu'on fasse en live dans la démo. Donc, il n'y a rien du tout, forcément, logique, puisque je n'ai pas commencé. Donc, dans cette interface-là, vous voyez, il y a toujours le même système de volets avec les données. On retrouve nos données du modèle sémantique avec les différentes tables, voilà, catégories, les ventes, notamment. Je vais tous les déplier, ça m'aidera pour faire les graphiques. La visualisation, donc c'est là où vous allez ajouter des visuels à votre rapport. Et les filtres. Je vous montrerai aussi tout à l'heure les filtres. Alors, on va mettre un premier graphique, par exemple, classique, de type diagramme camembert. Donc voilà, il suffit de cliquer dessus. Et pour avoir les données, eh ben, je coche tout simplement, par exemple, si je veux une répartition par canal de vente, je sélectionne. Là, non, je dis une bêtise, puisque ce que je veux savoir, c'est, par exemple, le chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires, et je veux qu'il soit réparti par canal de vente. Voilà. Mais vous voyez que... Attendez, je vais agrandir, parce que ce n'est pas sûr qu'on voit bien. Je vais même me mettre en mode focus, voilà, comme ça.
Vous voyez, les canaux de vente, c'est 1, 2, 3, c'est pas très parlant. Donc, plutôt que de sélectionner directement mon canal de vente ici, je vais sélectionner dans ma table canal de vente, que j'ai préparé d'avance, en cliquant sur le nom. Et là, du coup, c'est le nom qui apparaît, c'est quand même plus clair. Ensuite, pour le graphique, vous allez pouvoir le personnaliser. Si je veux, par exemple, même le titre, voilà, non. Non, ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais le renommer. Donc, renommer pour ce visuel. Et là, je vais l'appeler canal de vente. Ce sera plus logique. Et ça renomme automatiquement ma légende. Le titre du rapport lui-même, je peux aussi le modifier. Je n'arrive pas à utiliser ma souris. Voilà. Voilà, il est là. Donc là, ça s'appelle somme de chiffre d'affaires. Alors, on n'a pas besoin de somme, par exemple. On se doute que c'est la somme. Somme de chiffre d'affaires, voilà. On peut même utiliser une fonction pour avoir des variables dans le titre. Les couleurs, ça ne me plaît pas. Je vais changer la couleur dans l'objet visuel. Donc, la couleur des différents secteurs. Donc, par exemple, pour le marketplace, voilà, au lieu du bleu, je vais mettre du jaune. Voilà. Et ça, voilà, donc c'est quelques exemples, mais en gros, vous pouvez quasiment tout personnaliser, l'unité dans laquelle c'est présenté, la taille de police des différents textes, des légendes, etc. La couleur, vous pouvez mettre la légende à gauche plutôt qu'à droite, etc. Donc visuellement, déjà, pas de problème, on peut personnaliser. Pour tout ce qui est évolution, évidemment, vous avez les courbes d'évolution dans le temps. Donc, si je sélectionne l'axe des X, c'est l'année, évidemment. Donc, hop, je le mets dans l'axe des X. Et l'axe des Y, on va dire que je veux connaître l'évolution du chiffre d'affaires et de la marge. Voilà, j'ai mes deux courbes automatiquement. Après, on peut s'amuser à changer visuellement et puis les titres, les légendes, etc. Donc, pour répondre à notre question de tout à l'heure sur les ventes par pays, je vais choisir un autre type de diagramme. Je vais prendre un histogramme. Voilà. Je vais réduire mon autre graphique, comme ça j'aurai la place. Donc là, ce que je veux savoir, c'est la quantité vendue, mais par produit et par pays. Donc, vous voyez, en quasiment 3 clics, j'ai ma réponse à la question qui est de savoir quel est le produit le plus vendu selon les pays. Non, j'ai inversé les pays et les... Non, donc c'est l'inverse que je veux. Voilà. Voilà, là on a bien les pays et pour chaque pays, les produits. Alors j'aurais pu faire un diagramme empilé aussi, comme ça, pour que ça prenne moins de place. Mais je trouve qu'avec les histogrammes, les barres côte à côte, on voit tout de suite lequel dépasse les autres. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Mais évidemment, on peut, comme vous le voyez, si je change de graphique, je ne perds pas les données que j'avais configurées. Donc ça, c'est assez pratique parce que si vous dites finalement, je vais tout prendre un diagramme empilé, s'il faut tout reconfigurer à chaque fois les données que vous voulez utiliser, ce n'est pas très pratique. Donc, deux choses très importantes dans ces rapports par rapport, par exemple, à ce qu'on pourrait faire avec Excel. Parce que dans Excel, vous savez que vous pouvez générer des graphiques qui peuvent déjà être assez aboutis. Mais là, vous allez avoir l'interactivité en plus. Donc, par exemple, déjà, les filtres. Donc, je voudrais n'avoir, pour ce graphique-là spécifiquement, en fait, ça ne m'intéresse pas les autres années, je voudrais seulement à partir de 2024. Je voudrais les chiffres seulement à partir de 2024. Donc là, c'est là où il y a les filtres. Donc, les filtres, ils peuvent se faire sur
tous les graphiques en même temps, sur toutes les pages, parce qu'en fait, les rapports peuvent être sur plusieurs pages, ou seulement sur ce visuel. Donc là, moi, je veux seulement pour ce visuel, je veux que l'année, donc l'année, je le fais glisser-déposer dans mon filtre, dans mes filtres, voilà, qu'elle soit supérieure ou égale à 2024. Appliquer le filtre. Et là, vous voyez que les chiffres sont complètement différents. Donc, ça me donne des données différentes en fonction de ce que je veux faire avec. Ensuite, autre chose très importante, les graphiques qui sont interactifs peuvent interagir entre eux. Donc, par exemple, ce graphique qui me présente les canaux de vente, pardon, si je veux uniquement savoir les quantités vendues par pays et les chiffres d'affaires, etc., et marges, que pour ce qui est vendu via le site web, ben, il suffit que je clique sur site web et là, les graphiques se mettent à jour. Voilà, là, je n'ai pas cliqué. Quand je clique, vous voyez que les données ont changé. Donc là, ça a eu une influence, en fait. Mon clic sur un des graphiques a une influence sur les autres. Là, les données de base avec toutes les années n'ont pas disparu, mais j'ai le prorata uniquement pour les sites web. Les ventes sur les sites web. Peut-être qu'on n'a pas envie que ça fasse ça. Peut-être qu'on a envie que la somme du chiffre d'affaires et de la marge dans notre rapport voilà, ne soit pas influencé par un clic dans un graphique. Donc tout ça, ça se configure. En fait, vous pouvez, pour chaque graphique, dire quels sont les autres graphiques qui vont avoir une influence dessus. Ou quels sont les filtres. Je crois même qu'on peut le faire directement dans Power BI Service. Donc là, il me dit quels filtres sont... voilà. Est-ce qu'on peut le faire directement? Ajouter une alerte, c'est pas ça. Filtre et segment, il n'y a pas de filtre. Je ne sais pas si on peut le faire dans Power BI Service, à vrai dire. Mettre en surbrillance. Là, je peux choisir que ça mette en surbrillance ou pas, par exemple. Donc là, c'est juste en surbrillance, alors que là, j'ai que le total. Là, j'enlève le filtre, etc., etc. Donc tout ça, toutes les interactions, vous pouvez les configurer. Et comme ça fera le comportement attendu. Alors, je vais revenir sur la présentation. Vous voyez que en quelques... Alors, l'arrêt du partage, je ne sais pas comment... J'y reviens. Est-ce que j'ai masqué? Ah, c'est ça. Voilà. Hop. Alors, ouais, c'est bon. Non, c'est pas sur le bon... C'est bizarre. Voilà, donc maintenant qu'on connaît notre produit phare, vous avez vu que en quelques minutes seulement, évidemment, je n'ai pas fait tous les paramétrages possibles, mais rien qu'en quelques minutes, le directeur commercial, il voit visuellement très distinctement ses résultats pour pouvoir prendre des décisions ensuite, et aussi partager avec ses collaborateurs, etc., etc. Donc, en passant un peu plus de temps à réfléchir aux informations qu'on veut tirer de nos données, à choisir les visuels pertinents, personnaliser l'affichage, etc., on peut obtenir des rapports ou des tableaux de bord efficaces, mis à jour et, je le rappelle, interactifs surtout. Et après, vous allez pouvoir l'utiliser pour vos prises de décision, mais aussi pour communiquer auprès de différents publics. Alors, chez Adimeo, on peut vous accompagner pour mettre en place des outils de DataVis, notamment Power BI, mais aussi d'autres outils similaires. Donc, la construction du modèle sémantique, c'est une étape centrale de votre démarche DataVis et ça correspond à ce que je vous ai montré sur Power BI Desktop, j'ai du mal à le dire, à la première partie de la démo. Donc, c'est là qu'on va centraliser les différentes sources de données
et les transformer pour faire un ou des modèles de données qui sont exploitables ensuite pour les rapports. On peut également vous conseiller et vous accompagner pour la réalisation de vos premiers rapports ou des indicateurs types, mais l'objectif, c'est vraiment que vous soyez in fine autonome pour manipuler vos données et naviguer dans vos rapports, voire créer de toutes pièces des nouveaux rapports ou tableaux de bord. La formation des utilisateurs, ça fait partie de l'offre Adimeo également, pour que vous soyez tout à fait autonome. Très bien, merci Elodie. Donc avant de répondre à vos questions, je ne sais pas si on a dans le chat, le programme des prochains webinaires organisés par Adimeo. Donc le 25 septembre à 11 h aura lieu un webinar sur WordPress et Drupal, qui sont les 2 CMS les plus utilisés depuis 15 ans, et quel choix faire en 2025 selon vos enjeux. Le 9 octobre à 11 h un webinar sur les agents conversationnels, aussi appelés chatbots, et comment maximiser la satisfaction de vos utilisateurs et clients. Et enfin, le 23 octobre, toujours à 11 h, aura lieu un webinaire sur les évolutions SEO suite au déploiement des IA, comme par exemple Search GPT, et comment continuer à bien être référencé sur les moteurs de recherche et sur les IA. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Maurice, oui, donc j'ai bien une question qui m'a été envoyée directement. Philippe vient de la mettre. Donc, comment récupérez-vous les infos données au sein de tous les échanges d'emails, Power BI ou Superset ou Metabase, récupère les fichiers EML des emails? Voilà, je vous laisse y répondre. Comment ça, on les récupère? Alors, est-ce que c'est par rapport à la partie data management, comment on récupère la source de données? Alors, dans Power BI, il y a les connecteurs, en fait, qui sont faits pour. Donc, en général, il y a des paramètres à configurer pour aller chercher la donnée où elle est. Mais ou sinon, on peut aussi l'importer, mais quand on l'importe une fois pour toutes, elle ne se met pas à jour. Donc, je ne sais pas, techniquement, je ne connais pas forcément le détail de comment ça fonctionne point par point. Et les échanges d'emails, ah oui, c'est comment récupérer de la donnée qui serait dans des emails. Ça. Là, j'avoue, je ne sais pas, tu sais, toi. On peut se renseigner et revenir vers vous. Avec Metabase, je ne suis pas sûre que ce soit possible déjà. Mais. Donc oui, Philippe confirme que c'est bien effectivement comment récupérer les données des emails. Donc oui, effectivement, si vous pouviez voir pour qu'on apporte une réponse précise à Philippe, ça serait très bien. Ça marche. Il faudra qu'on se renseigne parce que c'est spécifique à un type de données. Donc, oui, donc on peut revenir vers vous plus tard, mais là, pour l'instant, on n'a pas la réponse, malheureusement. Ouais. C'est des pièces jointes de différents types, etc. Mais peut-être qu'il y a des outils d'IA aussi qui le font. Alors, complète en disant que Power BI et Outlook de Microsoft devraient se parler. Enfin, c'est ce qu'il suppose. Oui, c'est l'écosystème. Mais j'avoue, comme je n'ai pas expérimenté moi-même, ça reste l'écosystème. Je ne préfère pas dire de bêtises, donc il faudrait aller chercher. Après, ça reste l'écosystème Microsoft, donc ça serait pas. Ça serait logique, mais il faudrait qu'on se renseigne plus précisément sur cette partie-là. En tout cas, avec SharePoint, par exemple, ça fonctionne. On peut aller chercher des documents ou des données directement sur SharePoint, donc pourquoi pas Outlook, effectivement. Après, il faut voir s'il y a des problèmes juridiques aussi. Parce que si on va chercher de la donnée directement dans des mails, ouais, je sais pas. À voir, ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant. Qu'on regarde ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au moment, il n'y a pas d'autres questions. Je t'invite à conclure le webinaire. Très bien. Merci à vous pour avoir suivi ce webinaire, notre compagnie aujourd'hui. Et j'espère que ça
ça vous a permis de un peu plus appréhender la data visualisation, en tout cas mieux la comprendre. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour des prochains webinaires. Merci à vous.